في البرنامج يحط لنا صوره تاع صنصال قبل ما يدخل الحبس وصوره بعد ما يدخل الحبس. صورته بعد خروجه من بعد الخروج. شوف يعني صورته قبل والله شوف يعني الفرق كيفاش. نقدر نقول ان السجون الجزائريه افضل من المستشفيات الاوروبيه. لا Boualem Sansal repart en Algérie. À peine arrivé en France, il a annoncé au chef de l'État français qu'il voulait repartir en Algérie. Mes amis, ce mec-là est totalement à côté de ses ponts. Et oui, mes amis, Boualem Sansal, en tout cas sa nouvelle version totalement relookée, nous annonce donc sur France Inter qu'il a décidé de repartir en Algérie. Écoutez bien. Pour vous, aujourd'hui, l'Algérie, c'est terminé. J'avais dit à Macron, je vais y aller la semaine prochaine. Il m'a dit, attention. Mais pas du tout, attention, qu'est-ce que je suis d'ici. Et je lui ai dit, mais c'est là qu'on va vérifier la réalité, la justesse des choses. Si on m'arrête à la rentrée, tout le monde comprendra que... Vous comptez vraiment dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, retourner dans votre pays natal? Mais absolument, je dois retourner. T'as tous les députés du Quai d'Orsay qui se sont mis à quatre pattes pour sortir Boualem Sansal des geôles algériennes, comme ils disent. Et maintenant, lui, il veut y retourner. Et en même temps, il nargue l'Algérie en disant ça va pas être une petite année en prison qui va me détruire, hein, je suis plus fort que ça. Même son éditeur a déclaré depuis qu'il est revenu en France, il est dans une forme étonnante. Et ben, il faut croire que El Harrach, finalement, on prend soin des détenus. On les amène à l'hôpital lorsqu'ils sont malades. Et on fait de ces gens-là, finalement, des privilégiés. Alors, Boualem, si tu veux retourner en Algérie, pas de problème. Mais n'oublie pas une chose, il te reste 4 ans à purger. Et 4 ans, c'est long. Très très long. Allez, Tahia Al-Jazair. Ouais, moi je vais vous dire, par contre ce que moi je vais vous dire c'est suffisant et moi je vais mettre, vous me connaissez, je mets les pieds dans le plat. Allez-y. Je suis désolée, mais lorsque vous êtes haut fonctionnaire d'État, que vous travaillez pour l'Algérie et que vous allez trahir votre pays, aller voir l'antité-sioniste et leur répéter des choses ou être en connivence avec eux, c'est de la haute trahison. Donc ça aussi, ça a joué et je ne comprends pas pourquoi des gens comme vous ou dans les médias, on n'en parle jamais. Pourtant, les vidéos ont fuité. Vous savez très bien qu'il a trahi sa patrie. Je suis haut fonctionnaire d'État français. Je trahis ma patrie. J'en tire les conséquences. Je n'irai pas pleurer dans les chaumières. Moi, c'est pour ça que je vous dis, humainement parlant, une personne âgée, pareil, est malade, ok, on peut se réjouir qu'elle soit sortie et qu'il puisse aller retrouver sa famille. Mais de là à en faire un ange ou de là à en faire un martyr écrivain parce qu'il aurait écrit 2-3 phrases qui sortaient un petit peu de l'idéologie de l'Algérie, je suis pas d'accord, ça va beaucoup plus loin. Et alors, si vous n'hésitez pas à le dire, en tout cas moi, j'ai aucun problème à le dire. Alors aujourd'hui, on va décortiquer une histoire qui à première vue a l'air toute simple, celle d'un écrivain qui veut juste rentrer chez lui. Ça semble anodin, n'est-ce pas ? Sauf que, quand l'écrivain s'appelle Boualem Sansal et que son pays c'est l'Algérie, eh bien cette simple demande a déclenché une véritable tempête diplomatique. Allez, on va essayer d'assembler ensemble les pièces de ce puzzle géopolitique qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Tout part de cette question qui est vraiment le cœur du problème. Pourquoi un auteur aussi connu, aussi critique parfois, insisterait à ce point pour retourner en Algérie, au point d'en faire une affaire d'État? La réponse, on va le voir, elle nous en dit beaucoup plus sur les tensions entre les pays que sur le destin d'un seul homme. Ok, premier élément de notre enquête, une image. Un moment vraiment clé qui a pris tout le monde à contre-pied. Après sa période de détention, beaucoup de médias s'attendent à voir un homme affaibli, brisé. Mais ce qui est apparu devant les caméras, ça a complètement dynamité ce narratif. Regardez ce décalage, il est saisissant. D'un côté, on a l'image que certains médias voulaient véhiculer, l'intellectuel malade, usé par sa détention. Et de l'autre, la réalité brute. Un homme qui a l'air en pleine santé, propre, les cheveux rasés. En fait, une seule image a suffi à désamorcer toute une campagne de critique avant même qu'elle ait pu vraiment commencer. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux, l'ironie n'a pas tardé. On a vu fleurir ce genre de commentaires sarcastiques. Mais au-delà de la blague, il y a un point qui est stratégiquement très intéressant. C'est que cette image, un peu malgré elle, a servi la communication algérienne. Elle a permis de balayer d'un revers de main les critiques sur les conditions de détention et, au passage, de renforcer l'image de ses propres institutions face aux critiques étrangères. Bon, maintenant, passons à la demande de retour elle-même, parce que la manière dont elle a été faite est tout aussi, si ce n'est plus, importante que la demande elle-même. C'est vraiment là que l'affaire personnelle bascule pour devenir un véritable enjeu de politique internationale. On est loin d'une simple lettre ou d'une démarche discrète. Non, la requête passe directement par les chefs d'État. En impliquant le président Macron pour parler au président Tebboune, l'affaire sort immédiatement de la sphère privée pour atterrir au plus haut niveau de l'agenda politique. C'est un geste qui a une portée symbolique énorme.
Et voilà, ça c'est vraiment le cœur de l'analyse géopolitique de cette affaire. On peut la décomposer en 3 temps. D'abord, du côté algérien, c'est vu comme une manœuvre, une pression indirecte de la France. Ensuite, l'individu, Sansal, est perçu comme un pion politique qu'on essaie d'utiliser pour faire avancer un agenda extérieur. Et donc forcément, la réponse à cette demande devient elle-même un message sur la souveraineté. C'est une façon pour l'Algérie d'affirmer sa propre puissance. Forcément, face à ce qui est perçu comme une manœuvre, la réponse de l'Algérie n'allait pas être une simple réaction administrative. Non, ça a été une déclaration diplomatique mûrement réfléchie et articulée autour d'un principe absolument non négociable, la souveraineté. Ce tableau illustre parfaitement le principe clé de la diplomatie algérienne. L'approche française jugée arrogante, comme une forme de pression, c'est un rejet catégorique. En revanche, l'approche allemande, qui a été présentée comme une médiation respectueuse dans d'autres dossiers, là, la porte est ouverte à la discussion. Ça nous montre bien que pour Alger, la forme, la manière de faire est au moins aussi importante que le fond. La façon de demander change absolument tout. Et cette réaction n'est pas sortie de nulle part, elle s'inscrit dans une doctrine diplomatique qui est très claire et constante. Primo, la souveraineté nationale, c'est la ligne rouge à ne jamais franchir. Secondo, le respect est un prérequis indispensable avant même de commencer à discuter. Et tertio, la crédibilité du partenaire est la condition sine qua non pour envisager une coopération. Ce sont ces règles-là qui définissent la politique étrangère algérienne. Au final, on voit bien que l'affaire Sansal, c'est beaucoup plus que l'histoire d'un homme qui veut rentrer chez lui. C'est une véritable étude de cas, un révélateur. Et ça nous laisse avec cette question finale, à quel point est-ce que les histoires individuelles, comme celle-ci, sont en réalité les fils, parfois invisibles, qui tissent la grande toile complexe des relations internationales. On nous raconte une histoire, celle d'un écrivain persécuté par un régime, presque un martyr en devenir. Oui, le récit classique. Et puis, cet homme sort de détention, et l'image qu'il renvoie, c'est celle d'une personne en parfaite santé, le crâne rasé, presque rajeuni. Et pour couronner le tout, il ne demande qu'une chose, qu'on le laisse rentrer chez lui. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce récit, n'est-ce pas? Ce qui ne colle pas, en fait, c'est qu'on essaye de lire une affaire d'État avec les lunettes d'un drame personnel. C'est-à-dire? L'apparence, la santé, la demande de retour, chaque détail est un message. Un message calculé. On n'est pas face à un homme, mais face à un symbole que 2 nations se disputent. L'enjeu ici, le vrai enjeu, c'est la souveraineté. Un théâtre d'ombre géopolitique, donc. Exactement. Une confrontation silencieuse entre Paris et Alger où chaque geste est une manœuvre. Alors commençons par le premier acte, l'image. Parce que là, l'image est clairement une arme. Elle est fondamentale. L'homme qui apparaît après sa détention est à l'opposé du portrait que certains médias en France, notamment à droite, commençait à esquisser. On s'attendait à voir l'intellectuel brisé, affaibli. Voilà, la victime parfaite. Et à la place, on a cette photo. C'est presque une mise en scène trop parfaite pour être crédible. Mais c'est justement parce que c'est une mise en scène qu'elle est d'une efficacité redoutable. Ah oui. Il faut bien comprendre qu'à ce niveau, on ne communique plus avec des mots, mais avec des symboles. L'enjeu n'est pas la santé de Boualem Sansal, mais la santé de l'image de l'État algérien. D'accord. En présentant un détenu en meilleures conditions apparentes qu'avant son incarcération, Alger envoie une gifle silencieuse. C'est une manière non verbale de dire « Vos critiques sur nos institutions, vos leçons sont infondées. La preuve vivante est là, devant vous. » Jugez par vous-même. C'est ça. C'est une contre-offensive médiatique qui se passe du moindre communiqué. Le discours de la victimisation est neutralisé avant même d'avoir pu commencer. L'image désamorce la bombe. Mais est-ce qu'on ne suranalyse pas un peu ? Il n'est pas possible qu'il ait simplement été, je ne sais pas, bien traité, et que cette image ne soit que la réalité. La possibilité existe, bien sûr, mais dans le contexte des relations franco-algériennes, rien n'est jamais laissé au hasard. Surtout pas l'image. Chaque camp sait que l'autre l'observe à la loupe. Diffuser cette photo à ce moment précis, c'est choisir une arme. C'est retourner l'arme de l'émotion contre ceux qui comptaient s'en servir. C'est une victoire symbolique remportée sans un mot. D'accord. L'acte 1 est donc une victoire par l'image pour Alger. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus déroutante. C'est là que ça se corse. Non seulement l'écrivain veut rentrer chez lui, mais il demande au président français, à Emmanuel Macron, d'intercéder pour lui auprès du président algérien. Une demande pour le moins surprenante. Est-ce de la naïveté, une maladresse ou au contraire un geste très calculé ? C'est tout sauf naïf. Une telle demande, une fois qu'elle passe officiellement par l'Élysée, elle change complètement de nature. Elle n'est plus personnelle. Exactement. On n'est plus dans une affaire consulaire ou humanitaire. On entre dans un test de souveraineté à haute tension. Un test de souveraineté ?
La simple demande d'un homme devient un bras de fer symbolique. Tout à fait. Du point de vue d'Alger, la lecture est immédiate et sans équivoque. C'est une tentative d'ingérence. C'est Paris qui utiliserait une figure culturelle comme un cheval de Troie. Un levier de pression. Un levier de pression, oui, pour forcer la main de l'Algérie sur son propre territoire. La requête personnelle devient une affirmation de puissance. On n'est plus dans « aider un citoyen », mais dans « répondez à notre demande ». Et cette demande, avec l'histoire entre les deux pays, ne peut être perçue que comme une provocation. On touche au cœur du psychodrame franco-algérien. On y est en plein. La question de la tutelle, du rapport de force hérité du passé. Dans ces relations, la forme est aussi importante, sinon plus, que le fond. Et là, la forme est une médiation présidentielle publique. Perçue à Alger comme une pression hautaine. C'est une affirmation à peine voilée d'un droit de regard qui révèle tous les fantômes. Donc, en voulant aider un homme, Paris met en réalité Alger au défi. C'est un piège. Un piège diplomatique classique. Soit vous acceptez notre médiation, et vous apparaissez faible, presque subordonné, soit vous refusez, et vous passez pour un régime inhumain. C'est exactement ça. Dans les deux cas, Paris semble marquer un point. Si Alger accepte, sa souveraineté est négociable. C'est politiquement suicidaire. Et si Alger refuse, elle risque d'être clouée au pilori par la presse internationale. L'écrivain n'est alors plus un homme, il devient un pion sur un échiquier qui le dépasse. C'est un scénario impossible pour Alger. Alors, face à ce piège, comment ont-ils joué leur partie? Comment on sort d'un tel dilemme? Par une manœuvre tout aussi sophistiquée, la diplomatie du non-dit. Face à cette pression, la réponse d'Alger a été le silence. Le silence. Un silence assourdissant. Pas de déclaration, pas de commentaire, rien. Le vide. C'est un refus implicite, mais dont le message est une clarté absolue. Mais est-ce que le silence est vraiment une stratégie? Ou est-ce juste une forme de bouderie diplomatique, une façon de dire « je ne joue plus ». Oh, c'est bien plus qu'une bouderie, c'est une réponse en soi. Ce silence signifie que la requête, dans sa forme, est jugée illégitime. Elle ne mérite même pas une réponse. D'accord. Mais là où la stratégie algérienne devient vraiment brillante, c'est dans le contraste qu'elle établit, quelques semaines plus tard, avec un autre acteur. L'Allemagne? Exactement. Le détail le plus révélateur de toute cette affaire. Les sources indiquent qu'Alger a fini par répondre positivement à une initiative humanitaire de Berlin. Une médiation qui a été menée différemment, j'imagine. Discrètement, et décrite par les Algériens eux-mêmes comme respectueuse. Respectueuse, en langage diplomatique, ça veut dire quoi? Sans caméra, sans déclaration à la presse. Ça veut dire sans chercher à humilier le partenaire. Respectueuse signifie qu'elle s'est faite par les canaux appropriés, sans pression médiatique, sans chercher à en tirer un bénéfice politique. Le message est donc très clair. Limpide, Alger, dit-on, nous ne sommes pas fermés par principe. Nous sommes prêts à coopérer, mais pas sous la contrainte historique de la France. En acceptant la main de Berlin, tout en ignorant celle de Paris, Alger fait d'une pierre deux coups. Elle réaffirme sa souveraineté face à Paris et en même temps se montre comme un partenaire raisonnable pour le reste du monde. C'est très habile. Extrêmement habile. Elle dit au monde « Nous choisissons nos interlocuteurs et nous fixons nos propres règles du jeu. » Et la règle numéro 1, c'est le respect. Le respect précède la requête. D'accord, c'est une posture diplomatique efficace. Mais n'est-ce pas aussi, et surtout, une posture, une façon pour le pouvoir algérien de jouer sur la fibre nationaliste? Afficher sa fermeté face à Paris, c'est une carte qui pète toujours politiquement à Alger. C'est une posture, bien sûr, mais c'est une posture qui définit la politique étrangère algérienne depuis 60 ans. Pour un pays dont l'identité s'est construite sur la guerre d'indépendance contre la France, l'affichage de la souveraineté n'est pas qu'une tactique. C'est un pilier fondamental. C'est un élément non négociable du récit national. Cette affaire n'est donc pas anecdotique. C'est un symptôme de cette relation complexe, passionnelle et jamais totalement apaisée. C'est fascinant de voir comment chaque génération de dirigeants, des deux côtés, semble rejouer ce même drame, avec de nouveaux acteurs, mais un scénario presque identique. On part de l'histoire d'un seul homme, et on se retrouve au cœur de décennies de psychodrame franco-algérien. Au final, on voit bien comment le destin d'un individu devient le miroir des tensions les plus profondes entre deux États. Tout à fait. Derrière les apparences humanitaires se cache une lutte acharnée pour le prestige, l'influence et, par-dessus tout, le respect de la souveraineté. Chaque mot, chaque silence, chaque image est une arme.
Et cette histoire nous laisse avec une interrogation assez troublante finalement. Quand un intellectuel devient un enjeu de puissance, est-il encore un homme libre ? Ou n'est-il plus que l'otage de récits qui le dépassent complètement ? Un prétexte. Et dans ce grand jeu diplomatique, où les symboles comptent plus que les faits, qui manipule vraiment qui ? De l'écrivain Boualem Sansal qui, pour rentrer quelques jours en Algérie, ne s'adresse pas à un consulat, non, mais directement au président français. Alors, on est face à quoi, là ? Un appel au secours, un peu désespéré, ou une manœuvre diplomatique absolument géniale ? C'est toute la question. Et c'est un geste qui, à mon avis, est tout sauf naïf. Il met en scène, comme ça, sur la place publique internationale, toutes les tensions, les non-dits et les paradoxes de cette relation si complexe entre Paris et Alger. Ce n'est plus du tout une affaire privée, ça devient un symptôme, un cas d'étude en fait. Un cas d'étude, oui, c'est le mot. Et le premier élément qui est fascinant, c'est le choix de l'intermédiaire. Emmanuel Macron. Franchement, pourquoi lui ? Un écrivain de cette envergure, il n'a vraiment pas d'autres canaux, d'autres leviers. On a l'impression d'un aveu d'impuissance, non ? On pourrait le croire, c'est vrai, mais je pense que c'est tout l'inverse. C'est un choix qui est éminemment politique. S'adresser au président de l'ancienne puissance coloniale pour demander l'autorisation de rentrer chez soi, le symbole est d'une puissance folle. Ah oui ? Il ne demande pas un simple visa, il est très, très méticuleux dans ses termes. Il demande, et je crois que la citation est importante, la permission de rentrer et de ressortir. Et de ressortir, cette précision est capitale. Ça veut dire qu'il anticipe déjà qu'une fois sur place... La sortie pourrait lui être refusée. Exactement. Il expose d'emblée un risque, il sous-entend une méfiance envers son propre pays. Et la raison qu'il donne est tout aussi calculée. C'est-à-dire ? Il ne dit pas « pour voir ma famille ». Non, il dit « je dois récupérer des affaires personnelles ». Et il précise « mon ordinateur, mon téléphone sont entre les mains de la justice ». En une phrase, il sort son cas du cadre administratif pour le placer sur le terrain politico-judiciaire. Il dit au monde entier « ce n'est pas un problème de passeport, c'est un problème politique ». C'est une façon d'internationaliser son cas personnel, de le transformer en baromètre de l'état de droit en Algérie ? C'est exactement ça. Et pour couronner le tout, il enrobe cette demande très concrète dans un discours presque lyrique sur l'avenir. Il déclare « Je veux que la France et l'Algérie soient de grands amis ». Et juste après, il rappelle ce siècle et demi passé ensemble. Ce n'est pas de la nostalgie, ça, c'est un rappel presque clinique d'un destin commun, d'une histoire qu'on ne peut pas effacer. Mais ce discours sur les grands amis, en passant justement par l'ancienne puissance coloniale, est-ce que ce n'est pas exactement ça qui peut être perçu comme la provocation ultime par une partie de l'opinion algérienne ? C'est un pari incroyablement risqué de sa part, non ? C'est un pari risqué, bien sûr, mais c'est aussi ce qui fait la force de son geste. Il force tout le monde à se positionner, non pas sur le passé, mais sur l'avenir qu'il dessine. C'est d'une grande, grande subtilité stratégique. Et cette subtilité, on ne la retrouve pas seulement dans ses mots, mais aussi, et peut-être même surtout, dans l'image qu'il projette. Ah oui, l'image, vous faites bien en parler parce que là, le contraste est saisissant. Les sources qu'on a pu consulter rappellent que les médias français, certains cercles, le décrivaient comme un vieil homme fragile, affaibli par la maladie. Et à sa sortie de prison, on voit cet homme le crâne rasé, en pleine forme, en tout cas en apparence, le regard droit. J'ai du mal à croire que ce soit un hasard. Qu'est-ce que cette image nous dit au-delà des mots ? Vous avez raison, ce n'est absolument pas un hasard. C'est ce qu'on pourrait appeler une contre-narration visuelle. Le contrôle de sa propre image, pour un dissident, c'est le premier acte de reconquête de son pouvoir, de sa dignité. C'est une reprise en main. Tout à fait. On voulait lui assigner l'image de la victime, de l'intellectuel brisé par la prison. Et il répond par l'image du combattant stoïque, du résistant. Il refuse complètement le récit qu'on veut construire autour de lui. Et pourtant, il ne nie pas la violence de ce qu'il a vécu. Il n'est pas dans le déni. Non, et c'est ça qui rend son propos si crédible et si puissant. Il ne dit pas tout va bien. Il dit, et là encore je le cite, que la prison l'a affecté superficiellement pour le moment. C'est une reconnaissance de l'impact, mais avec une mise à distance presque clinique. C'est d'une lucidité qui fait froid dans le dos. Il ne se présente pas en victime, mais presque en analyste de son propre traumatisme à venir. C'est ça. Et il va même plus loin. Il l'anticipe. Je sais, le contre-coup va venir. Il n'y a aucune naïveté là-dedans. Il montre qu'il est conscient du choc post-traumatique, mais il choisit le moment pour l'exprimer. Il contrôle le tempo, non seulement de son message politique, mais aussi de sa propre reconstruction psychologique. C'est une maîtrise totale du récit.
Et ce qui est encore plus foire, c'est qu'il ne s'arrête pas à son cas personnel. Il pivote presque immédiatement pour parler des autres. C'est le point crucial, et c'est ce qui transforme sa sortie de prison en événement politique. Il ajoute « Je pense à mes amis qui sont en prison là-bas ». Avec cette simple phrase, il se redéfinit. Il n'est plus la victime isolée qu'on pourrait plaindre. Il redevient le porte-parole, le symbole d'une lutte qu'il dépasse. Sa libération devient une tribune pour ceux qui sont encore derrière les barreaux. Il met une pression énorme, non seulement sur Alger, mais aussi indirectement sur Paris. Et Paris a reçu le message 5 sur 5. La réponse rapportée d'Emmanuel Macron, c'est « C'est un cas d'école de diplomatie, non, hein. Cette promesse qui n'engage finalement à rien. Puisque je le vois en Afrique du Sud, je vais lui demander. » C'est un chef-d'œuvre d'ambiguïté constructive. La promesse est calibrée au millimètre près. D'un côté, la France doit montrer qu'elle entend et soutient un intellectuel francophone de cette renommée. C'est une question de posture, de défense de la liberté d'expression. Mais de l'autre, il faut à tout prix éviter l'accusation d'ingérence dans les affaires d'un État souverain, surtout quand cet État est l'Algérie. Donc la formule « je vais lui demander » est parfaite. Elle montre une action sans garantir le moindre résultat. Elle repousse la responsabilité, en somme. Elle dit « j'agis », mais elle place la charge de la décision finale entièrement sur Alger. C'est très habile. Et puis, comme par magie, le président Tebboune n'assiste pas au sommet en Afrique du Sud. Le hasard du calendrier fait parfois merveilleusement bien les choses. C'est une aubaine diplomatique pour les deux capitales, oui. Pour Alger, ça permet d'éviter un non public et frontal. Ça aurait été diplomatiquement coûteux et ça aurait donné encore plus de poids médiatique à la cause de Sansal. Un refus officiel aurait été une victoire pour lui. Et pour Paris, ça évite d'essuyer ce refus, ce qui aurait été perçu comme un camouflet, un échec. Précisément. Le résultat, c'est un statu quo qui arrange tout le monde, sauf peut-être Sansal lui-même, et encore. Sa demande reste officiellement en suspens. Il n'a pas eu de non, il n'a pas eu de oui. La pression symbolique qu'il a créée est donc maintenue, elle continue d'exister, sans pour autant provoquer de crise ouverte entre les deux pays. Le dossier reste sur la table. Donc la pression est maintenue, mais elle pèse sur qui au final? Sur les gouvernements, bien sûr, mais quid de l'opinion publique algérienne? Parce que les sources parlent de déclarations controversées. Comment est-ce qu'un geste aussi complexe est reçu sur le terrain? C'est là que ça devient fascinant. Parce que la source ne détaille pas la nature de ses réactions. Et cette absence de précision est, en soi, la réponse. Le geste de Sansal ne peut pas créer de consensus en Algérie, c'est impossible. Sa figure même est, par essence, profondément clivante. C'est-à-dire qu'il y a deux camps qui s'affrontent de manière irréconciliable. Absolument. D'un côté, vous avez une partie de l'opinion, souvent la plus attachée à un récit nationaliste très strict, pour qui le simple fait de passer par Paris est une trahison impardonnable. C'est vu comme une forme de néocolonialisme intellectuel, une humiliation. Pour eux, sa volonté de voir la France et l'Algérie comme de grands amis, c'est une provocation, une négation des souffrances de l'histoire. Pour cela, le recours à l'ancien colon, c'est la ligne rouge infranchissable. C'est la ligne rouge. C'est la preuve qu'il ne joue plus dans le camp national. Mais il ne faut surtout pas croire que c'est la seule lecture possible. Il doit bien y avoir l'autre lecture, j'imagine. Celle de ceux qui voient au contraire un acte de courage immense. Bien sûr. Pour une autre partie de la société peut-être plus silencieuse mais bien réelle, son geste est une preuve de courage et d'un grand pragmatisme. C'est un moyen de court-circuiter un système politique et judiciaire qu'ils estiment complètement verrouillé. En portant son cas sur la scène internationale, il force un débat public sur des questions qui sont souvent confinées à des cercles d'initiés. Des questions comme la liberté d'expression ou la relation à la France? Exactement. Quelle doit être la relation avec la France aujourd'hui, au XXIe siècle? Quelle est la place pour les intellectuels critiques dans le pays? Est-ce qu'on peut critiquer le pouvoir sans être accusé d'être un traître? Sa situation personnelle devient un miroir tendu à toute la société algérienne qui voit ses propres fractures, ses propres contradictions. Il oblige chacun à se positionner, et c'est peut-être ça son objectif final. Au fond, en demandant l'autorisation de rentrer chez lui, même pour un ordinateur, même pour quelques jours, la question que Boualem Sansal pose au pouvoir algérien est beaucoup plus profonde. C'est 1. Qui a le droit de se dire algérien? Et surtout, 2. À quelles conditions? C'est la question fondamentale. C'est une interrogation sur la définition même de la citoyenneté et de l'appartenance. Peut-on être un citoyen algérien à part entière tout en étant un critique féroce du pouvoir en place? Peut-on aimer son pays, vouloir son bien, tout en exposant ses failles aux yeux du monde? Il n'y a pas de réponse simple à ça.
Et la question se pose en miroir à Paris, finalement. Quelle est la place, quel est le rôle de la France dans ce dialogue de sourds? Simple messager, acteur d'influence discret, ou juste le fantôme d'un passé qui ne passe pas et qui est constamment instrumentalisé? La France est prise dans ce rôle un peu malgré elle, et en même temps, elle ne peut pas s'en défaire. Elle est condamnée à jouer un rôle dans cette pièce. Au final, la demande de Sansal pour son ordinateur reste peut-être sans réponse concrète, mais les interrogations qu'elle soulève, elles sont plus vives et plus dérangeantes que jamais, des deux côtés de la Méditerranée. Et personne ne semble avoir la clé pour les résoudre.